Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être parmi nous ce soir. Donc, bienvenue dans le troisième atelier organisé par l'Appel pour une région Pays de la Loire citoyenne, écologique et solidaire. Donc, vous pouvez retrouver le manifeste de l'appel sur le lien disponible dans la conversation. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, il n'est pas trop tard pour le signer. Je suis Maël Ranou, bibliothécaire à Laval, militant Europe Écologie Les Verts en Mayenne, et j'animerai le débat ce soir. Après avoir évoqué donc le e-commerce et la démocratie participative dans nos premiers ateliers, nous aborderons ce soir la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je suis en charge d'animer l'atelier, de distribuer la parole, de garantir un débat constructif et serein. Donc, l'objectif est simplement de partager nos expériences, des possibles solutions et points de vue, et de les confronter dans l'optique de dégager des propositions et des idées dans le cadre des élections régionales de 2021. Donc, nous avons 4 grands témoins ce soir, et une fois qu'ils se seront exprimés après leur petite présentation, ils auront chacun un petit temps pour se prendre la parole. Nous respecterons la parité d'intervention ensuite, donc n'hésitez pas à les poser. Si vous intervenez, vous pourrez intervenir, soit je lirai votre question, soit vous prendrez la parole, mais alors comme l'OM, vous avez droit au but pour transmettre votre message afin que ce ne soit pas trop long et que nous puissions tous poser nos questions. Donc vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions par écrit, soit en commentaire du Facebook Live, soit dans l'onglet Conversation sur Zoom. Donc avec nous ce soir pour parler de ce sujet, 4 donc grandes témoins devrais-je dire, puisqu'il y a une majorité de femmes. Anne Bouillon, vous êtes avocate, figure de la défense des droits des femmes. Au-delà de votre action d'avocate, vous intervenez aussi régulièrement dans les médias sur ces questions. Vous avez entre autres également participé à la fondation de Citadelle, un lieu nantais ouvert 24 heures sur 24 aux femmes victimes de violences. Maud Raffray, bonsoir, vous êtes activatrice, donc c'est votre mot, vous l'expliquerez peut-être, activatrice d'égalité femmes-hommes. Vous avez débuté comme porteuse de projet, vous avez notamment participé à la création du voyage à Nantes et en avez été secrétaire générale. Donc, si déjà à l'époque vous occupez bien sûr, vous étiez déjà consciente des questions d'égalité de genre, vous vous consacrez depuis plusieurs années maintenant principalement à cette question, notamment avec des formations, des événements. Vous rédigez également la newsletter mensuelle Sororité en circuit court. Donc autant de moyens d'avancer encore plus vers la rupture du plafond de verre. Mathieu Orphelin, vous êtes député écologiste du Maine-et-Loire, ancien vice-président de la région chargé de l'éducation et de l'apprentissage, où il y a des leviers, là, évidents, et vous êtes député et avez porté à l'Assemblée nationale plusieurs projets de loi qui rejoignent assurément les luttes précitées, notamment récemment sur le délai autorisé pour l'interruption volontaire de grossesse ou sur le congé de paternité. Et enfin, Bérangère Marnet, donc vous êtes plâtrière plaquiste, conseillère municipale d'Orée d'Anjou dans le Maine-et-Loire et membre de la commission écoféminisme au sein du parti Génération Écologie, justement. Et vous pourrez expliquer un peu ce concept d'écoféminisme, sans doute. Et donc l'objectif de notre échange, je le rappelle, pour bien orienter les discussions, c'est de réfléchir à la manière dont notre région peut devenir actrice motrice de la fabrication de cette égalité femmes-hommes, une chose qui n'apparaît peut-être pas évidente a priori, alors qu'il y a de nombreux leviers. Je laisse donc la parole à nos invités, à commencer par Anne Bouillon. Donc voilà, peut-être compléter la présentation que j'ai faite et donner vos premières idées sur une région pour l'égalité femmes-hommes. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation qui m'a été faite et de cette occasion de parler de ce sujet, vous l'avez rappelé, qui m'est extrêmement cher, qui articule en réalité toute mon existence professionnelle et militante. Vous l'avez dit, je suis avocate et donc je plaide tous les jours aux côtés de femmes victimes de violences conjugales et en ce sens, moi, j'interviens sur peut-être l'aspect le plus manifeste, le plus évident, le plus éclatant de l'inégalité systémique autour de laquelle notre société est organisée entre les femmes et les hommes, à savoir ce rapport de domination qu'ils exercent de manière violente, très majoritairement, des hommes sur les femmes. Concrètement, moi j'interviens sur ce phénomène des violences conjugales et lorsque je prends un peu de champ et lorsque je quitte les palais de justice, ce qui m'arrive régulièrement, je mène des réflexions avec les acteurs et les actrices institutionnelles. Vous avez rappelé ce qui s'est passé au sein de notre ville de Nantes avec la création de Citadelle, mais avec d'autres niveaux institutionnels également, jusque parfois des niveaux étatiques ou auprès de députés comme Mathieu ou d'autres avec lesquels je peux échanger sur ces sujets pour proposer
de prendre du champ, d'élargir la focale et de nous interroger sur ce qui fait que ces violences faites aux femmes, ces violences conjugales, eh bien, loin de décroître, les derniers chiffres, ceux qui ont été publiés il y a une dizaine de jours, démontrent que c'est un phénomène qui est constant, voire en expansion. Alors, si on prend un peu de champ, si on s'interroge sur les causes profondes de ces inégalités et qui peuvent générer des violences, eh bien, on s'aperçoit, et c'est pas moi qui le dis, hein, qu'on est programmé pour ou cultivé pour exercer cette domination ou subir cette domination. Moi, j'ai été très influencée par les travaux de Françoise Héritier, hein, qui a pu nous indiquer à quel point la domination masculine était un phénomène en réalité culturel et à quel point elle pouvait dire que c'était une bonne nouvelle parce que ce qui est appris, ce qui est de l'ordre de la culture et non pas de la nature, eh bien, peut être désappris ou appris autrement. Alors, vous voyez là où je veux vous conduire, hein, si je fais la passerelle sur la région, qui est l'échelle qui nous occupe, et je pense que une des clés de voûte, une des solutions, une des pistes, c'est l'éducation, nécessairement. Je suis mère d'une adolescente de 14 ans et je vois à quel point dans les cours de récréation et au collège, elle sera lycéenne l'année prochaine et donc elle tombera dans le champ de compétences de la région, eh bien les clichés de genre, les injonctions de genre sont toujours extrêmement puissantes. Comment est-ce que l'espace est occupé dans les établissements majoritairement par les garçons, comment est-ce que les filles peuvent se mettre à la marge, comment est-ce que, de manière paradoxale, de plus en plus de jeunes se revendiquent du féminisme et donc d'une idée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais parallèlement, eh bien, perdurent ces injonctions très fortes qui peut relever d'un éternel féminin ou d'une puissance masculine. Donc, voilà, moi je pense que une des idées fortes, c'est nécessairement de désapprendre ce que nous avons appris depuis des siècles. Vous me direz que c'est ambitieux, mais je crois qu'il faut être audacieux, surtout lorsqu'on s'intéresse à ces sujets-là. Donc, l'éducation est un sujet brûlant sur l'égalité femmes-hommes. Rappelez-vous à quel point cette idée qui avait été avancée à pas de velours des abécédaires de l'égalité avait suscité un vent de réaction extrêmement violent, mais pour autant, je crois qu'il ne faut pas désarmer sur ces questions-là. Et l'éducation reste pour moi une ambition prioritaire. Juste un mot, peut-être aussi, pour toujours prendre du champ et prendre du large. C'est une idée que j'ai déjà discutée avec Mathieu Orphelin, mais sur la question de l'égalité et sur la question des violences faites aux femmes particulièrement, je crois qu'il nous faut véritablement, y compris à l'échelle de la région, changer de paradigme. Voyez-vous, on est constamment dans le curatif. On constate des violences, on constate une inégalité, on constate voilà, une violence quelle qu'elle soit, économique, sociale, culturelle, sexuelle, physique, faite aux femmes, et puis on va réfléchir aux moyens de la réparer. Moi, je crois qu'il faut anticiper et il faut mettre en place, comme on le fait pour l'enfance en matière d'enfance maltraitée, hein, on a des mécanismes à nos dispositions en matière d'enfance maltraitée pour repérer en amont les situations qui sont potentiellement dangereuses et mettre à l'abri les enfants avant que les drames ne se produisent, avec un certain nombre de loupés parfois, mais c'est un autre débat. Eh bien, je crois qu'il faut changer de paradigme et faire la même chose en matière de violences faites aux femmes. Il ne faut pas attendre que les drames se produisent pour s'interroger sur la question de savoir ce qu'on aurait pu faire. Il faut, en amont, offrir des passerelles de sortie aux femmes pour qu'elles puissent avoir des interlocuteurs et des interlocutrices qui leur proposent des solutions de protection. Ça se fait à l'échelle de la ville de Nantes avec Citadelle, qui a créé un appel d'air énorme, c'est-à-dire que lorsqu'on a ouvert Citadelle il y a 1 an maintenant, on savait que ça répondait à un besoin, mais on n'anticipait pas de ce que ça cogne à la porte constamment 24 heures sur 24. Les besoins, ils sont énormes, ils sont constants. Repérons les situations à risque, proposons des alternatives et des passerelles de sortie. La région est capable de le faire, et donc c'est vraiment le vœu que je forme.
Merci beaucoup, Anne Bouillon, pour ces pistes de débat déjà très riches. Je vais passer la parole maintenant à Maud Raffray, hein, qui va, j'en doute pas, donner autant de belles pistes, et comme tous nos 4 invités. Bonsoir à toutes et à toutes et à tous. Et merci beaucoup également pour l'invitation et un petit clin d'œil à Anne, puisqu'elle n'y est pas pour rien que je sois là ce soir. Donc, merci Anne. D'abord, je voulais revenir, oui, sur la perche que vous m'avez tendue sur le choix de activatrice. D'abord parce que c'est un beau mot. Qu'il est souvent entendu seulement comme activateur, je sais pas, pour un produit cosmétique par exemple, un shampoing ou je sais pas quoi, et que ce qui m'importait en fait, c'était de transmettre une dynamique, beaucoup plus qu'un savoir-faire, une expertise, quelque chose qui pourrait éventuellement me placer de manière un peu surplombante sur la question de l'égalité femmes-hommes comme une sachante. Non que je revendique d'avoir des savoirs et des savoir-faire sur le sujet, mais en tous les cas, moi, ma posture professionnelle, elle est vraiment très importante pour moi, et activer les autres pour progresser sur ce champ-là, c'est vraiment ma façon d'aborder les choses. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce terme d'activatrice. Après, sur la question du rôle d'une région, alors déjà du rôle d'une collectivité locale, évidemment, en fait, il n'y a pas que l'égalité de droit, donc il n'y a pas que la question des lois qui permettent aux hommes et aux femmes de travailler, enfin, d'être des êtres égaux et égales dans cette société. Et la question de l'égalité réelle, en fait, elle concerne très directement les collectivités locales, puisqu'elles agissent sur leur territoire. Donc, moi, je vois déjà un premier point qui me semble absolument incontournable aujourd'hui, c'est de l'incarner, cette égalité. À mon avis, ça ne sert à rien d'avoir des discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes si une région ne sait pas se positionner déjà politiquement elle-même d'une manière égale. Donc, si les femmes ne participent pas activement à la vie politique et dans tous les domaines, donc en essayant de sortir des répartitions hyper genrées des portefeuilles avec des femmes qui sont à l'éducation et des hommes qui sont au transport et à l'aménagement du territoire, par exemple. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a faire l'égalité, c'est aussi la faire avec les femmes. Donc se poser la question de la participation des femmes à tous les niveaux. Qu'elles soient politiques ou citoyennes ou dans divers comités techniques divers et variés, ou avec tous les organismes avec lesquels une région travaille. Donc, où sont les femmes? Est-ce qu'elles sont là pour fabriquer les politiques publiques aussi aux côtés des hommes? Il y a la question d'être une structure employeuse exemplaire. Difficile de parler d'égalité et de la prôner si on n'est pas une région qui a mis en place un plan d'action concret et actif en matière d'égalité femmes-hommes en interne vis-à-vis de ses propres salariés. Il y a quand même certains problèmes à résoudre dans la fonction publique territoriale. On a des métiers extrêmement genrés, le plafond de verre est encore présent. Enfin, voilà, il y a l'articulation des temps de vie entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est aussi un sujet qui concerne les collectivités locales en tant qu'employeuses. Donc voilà, il y a déjà un vaste champ à s'occuper. Et puis pour ce qui concerne l'ensemble des citoyennes et des citoyens, bien, c'est la question des politiques publiques. Et donc là, ce qu'a dit Anne tout à l'heure, je peux que évidemment confirmer, mais j'ai envie de reprendre son idée de réparer, oui, mais pas seulement, et comme elle dit, anticiper et prévenir. Et en fait, en matière d'égalité, souvent, effectivement, on répare, et pas qu'en matière de violence. Par exemple, on trouve qu'il n'y a pas assez d'entrepreneuses, de créatrices d'entreprises, donc on fait des programmes dédiés pour inciter les femmes à le faire, et c'est très bien tant que nous ne sommes pas à parité, en fait. Mais on est toujours, là encore, en train de résoudre un problème a posteriori. Or, il y a une approche aujourd'hui qui est de plus en plus défendue dans des collectivités locales, qui est d'adopter une approche transversale de l'égalité,
pour en fait combiner des approches dédiées comme ça, qui visent à réparer une problématique existante, une inégalité, et une approche transversale qui permet d'anticiper en regardant comment on les fabrique, les politiques publiques, et est-ce qu'on n'est pas en train en fait de penser qu'elles sont neutres alors qu'elles ne le sont pas, en bénéficiant par exemple davantage aux hommes qu'aux femmes, en ayant des impacts différents sur les femmes et les hommes qui peuvent alimenter des stéréotypes et des inégalités. Donc moi, je vais prendre l'exemple de la culture que je connais assez bien, puisque c'est quand même mon secteur d'intervention privilégié. En approche dédiée, on pourrait dire que la région pourrait travailler sur la question du matrimoine, puisqu'on sait aujourd'hui que l'héritage culturel issu des femmes est extrêmement peu visibilisé parce qu'il a été à la fois oublié et à la fois volontairement occulté. Donc là, il y a matière à faire quelque chose, et avec une approche intégrée, dite transversale, eh bien, il faut se poser les questions de à qui vont les budgets de la culture de la région. Est-ce qu'on pose des conditions à ces gros organismes culturels qui bénéficient de subventions? Donc, la région bénéficie de leviers assez importants en matière d'achat public, de subventions versées et d'aides économiques. Donc, moi, je pose la question de ce qu'on appelle un peu un gros mot, l'éga-conditionnalité, c'est-à-dire est-ce que, au même titre que l'écologie, finalement, quand on verse des fonds publics pour n'importe quelle politique publique qu'elle soit, c'est l'occasion de poser les exigences de la collectivité, et ça peut être aussi des exigences en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, des objectifs chiffrés, par exemple, dans la culture, aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer demain que la région octroie soit des bonus pour des organismes vertueux qui composent des équipes mixtes, par exemple, en matière culturelle, ou alors pose des objectifs, conditionne une partie du versement des subventions à l'atteinte d'une programmation paritaire, par exemple, dans un délai à négocier en fonction de où on part dans certaines disciplines artistiques. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites à tous les niveaux, et c'est vrai dans plein de domaines, en fait. Si je prends l'exemple de la recherche, par exemple, j'ai aucune idée aujourd'hui de à qui bénéficient les crédits de la recherche octroyés par la région. Je ne pense pas. En général, quand on ne va pas regarder, en général, ce n'est pas du tout égalitaire. Donc, vers quel programme on donne de l'argent? Ce qu'on constate, par exemple, au niveau national, c'est que souvent, les domaines qui sont majoritairement investis par les hommes sont beaucoup plus soutenus, y compris par la puissance publique. Il y a beaucoup plus de budget que sur les domaines historiquement investis par les femmes. Donc, l'idée, c'est pas de cantonner les hommes dans leur famille de métiers et les femmes dans les leurs, mais en tous les cas, c'est quand même de se poser la question à quoi on accorde de la valeur et comment on peut éventuellement rééquilibrer les choses, par exemple dans des programmes de recherche, en finançant mieux des programmes de recherche sous-financés aujourd'hui et qui, comme par hasard, sont plutôt conduits par des femmes. C'est le début d'une réflexion. On pourrait l'étendre à plein de domaines. Ce qu'a dit Anne sur la question des violences sexistes et sexuelles, il y a un domaine dans lequel aussi la région peut faire beaucoup, c'est les transports. Puisqu'il y a quand même la compétence régionale sur les trains, TER, les transports scolaires, qui ferait une belle continuité d'ailleurs avec la question du lycée. Et évidemment, la grande question, mais peut-être que je vais la laisser à Bérangère, qui est la question de la mixité des métiers. Et là, c'est un champ de compétences énorme qui concerne la région, puisque une région agit du lycée jusqu'à l'économie, en passant par la formation professionnelle, l'orientation et la formation professionnelle, l'apprentissage. Donc là, on tient toute une chaîne qui nous permet de travailler de manière profonde et significative sur les questions de mixité des métiers. Merci beaucoup, Maud. Oups, pardon, excuse-moi. J'ai cru que tu avais terminé. Excuse-moi, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments extrêmement riches pour le débat à venir. Alors, je ne vais pas être plus long. Moi, je passe la parole de nouveau à quelqu'un, à Mathieu Orphelin, donc pour 5 minutes. Merci beaucoup,
déjà à Maud Raffray et à Anne Bouillon pour toutes ces belles idées, parce que là, je crois qu'on a déjà au moins une dizaine de mesures qu'on pourrait intégrer, discuter dans le projet pour les régionales. Merci beaucoup à toutes les deux. Quelques mots peut-être en réaction. C'est évident que le levier éducatif est un levier fort pour déconstruire les stéréotypes de genre, pour effectivement donner les armes à chacun et à chacune pour comprendre et mettre en œuvre cette égalité réelle dont parlait aussi Maud Raffray tout à l'heure. Alors, le conseil régional n'est pas directement compétent sur les programmes pédagogiques dans les lycées, mais a les moyens, et c'est ce que nous avions fait de 2010 à 2015, de financer des actions éducatives, en lien bien sûr avec le rectorat. Et donc, on a des moyens d'agir sur ces questions-là, parce qu'elles sont évidemment les enjeux de l'égalité homme-femme dans l'éducation ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous. La plupart des métiers aujourd'hui, dans notre région comme dans le reste du pays, sont des métiers genrés. Il n'y a que 17% des métiers où chaque sexe et chaque genre est représenté par au moins 40% des élèves. On a beaucoup de filières professionnelles où le taux de jeunes femmes est supérieur à 90%, où le taux de jeunes hommes est supérieur à 90%. Je me rappelle, je vous livre une anecdote, une jeune fille que j'avais rencontrée qui faisait un CAP carrossier au Mans. J'avais rencontré à l'occasion d'une inauguration et je lui ai dit alors ça s'est passé comment? Et elle m'a raconté son histoire. Elle a commencé son CAP de carrossière. Effectivement, les gars dans sa classe lui ont dit un garage pour voiture, ce n'est pas un lieu pour une femme. Et dans une semaine, tu auras quitté cette classe. Et la première semaine de CAP, tous les jours, elle est rentrée chez elle en pleurant et elle a failli abandonner. Mais elle a été soutenue. Dans ce cas-là, c'est par sa famille. Une autre fois, ça peut être par un professeur, un collègue dans la classe, etc. Et elle a tenu bon. Et elle a dit, mais non, moi, je vais rester dans ce CAP carrosserie parce que c'est le métier que je veux faire. C'est le métier dont j'ai toujours rêvé. Et donc, elle a dû faire preuve de ce courage-là pour continuer. Finalement, les garçons ont bien été obligés, malgré eux, de l'accepter. Elle a été très vite un pilier dans la classe. Certains ont essayé d'ailleurs d'en faire une mascotte, ce qui n'est pas mieux, hein, ce qui pose d'autres questions, évidemment. Mais cette question de faire comprendre à tout le monde, y compris aux corps enseignants, aux parents, aux conseillers d'orientation, que oui, il faut que chacun, et notamment les jeunes femmes, puissent choisir un métier parce qu'elles veulent faire ce métier, pas simplement parce que c'est un métier typiquement de garçon ou de fille. Il y a un enjeu qui est devant nous et beaucoup de progrès restent à faire. On avait mis en œuvre avec une collègue qui s'appelle Joëlle Remoissonnet, qui était avec moi sur l'éducation, un prix régional de la mixité dans l'enseignement professionnel que la majorité actuelle du conseil régional a préféré supprimer à son arrivée. Voilà. Et en tout cas, si on gagne cette année, évidemment qu'on remettra parce qu'il faut beaucoup d'actions effectivement sur l'éducation. Dans tout ce qui a été dit, je ne vais pas être trop long parce que c'est surtout nos experts qu'il faut entendre. Bon, bien sûr, la question des violences faites aux femmes, elle est fondamentale. Et là aussi, Anne Bouillon l'a redit, les chiffres 2019 ne sont pas bons pour notre pays, pour notre région. Et il faut qu'on puisse encore plus qu'aujourd'hui aider les belles initiatives. Bien sûr, Citadelle en est une marquante, mais il y en a d'autres sur le territoire qu'on donne les moyens d'innover, de travailler en commun. Et ce travail formidable des associations, de l'ensemble des acteurs, la mise en musique des 5 conseils départementaux est quelque chose de très important. Et je finirai par la place des femmes en politique, parce que là aussi, on a une question fondamentale, ça a été abordé par les 2 intervenantes, et il faut que les femmes politiques prennent toute leur place et qu'on leur laisse toute leur place. En 2010, quand on a été élu, on était 15 vice-présidents et vice-présidentes, 8 hommes, 7 femmes, c'est la loi. On a pu se demander pourquoi ce n'était pas 7 et 8, mais voilà.
Ensuite, il n'y avait que 8 commissions, donc là où le président peut signer les dépenses d'une certaine façon. Et là, bizarrement, 8 commissions, c'était les 8 hommes qui étaient aux manettes, les 7 femmes étant plutôt dans un rôle secondaire. Et donc là, je crois que dans la répartition, pour la prochaine équipe au Conseil régional, il faut effectivement qu'on travaille là-dessus. À l'Assemblée nationale, j'ai co-présidé avec une députée, Paola Forteza, un groupe parlementaire écologie, démocratie, solidarité pendant 5 mois. Et nous avions, et nous étions le premier groupe parlementaire en France, adopté une charte de l'égalité femmes-hommes que nous avions élaborée collectivement. Ce n'était pas la responsable égalité femmes-hommes du groupe qui l'avait écrite, on l'avait fait ensemble. Et donc, on revient sur des choses que Maud Raffray a évoquées tout à l'heure, le juste partage des responsabilités, et pas toujours les femmes au social et les hommes aux finances, pour donner 2 autres exemples que ceux qui ont été donnés. La juste répartition dans les médias, parce que là, effectivement, dans les médias, c'est 75% d'hommes politiques pour moins de 25% des femmes. Donc, il y a une question, le plafond de verre, il n'est pas seulement dans les entreprises, il n'est pas seulement dans les organisations, il est aussi dans la sphère médiatique. La question également, et je finirai par là, de la place de la lutte contre toutes les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, parce que ça existe en politique, il faut lever ce tabou-là et qu'il faut avoir sur ce sujet-là, évidemment, zéro tolérance. On ne peut pas être responsable politique et se permettre quoi que ce soit. Donc, bien sûr, zéro tolérance sur tous les citoyens et les citoyennes, mais encore plus pour les responsables politiques. Voilà quelques idées, mais évidemment, un thème majeur pour le prochain mandat régional. Merci Mathieu. Et du coup, pour conclure ce tour de table qui m'est déjà bien fourni, je passe la parole à Bérengère Marnet, du coup notre dernier grand témoin. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'aimerais parler du lien qui existe entre la domination de l'homme sur la femme, ou plutôt du masculin sur le féminin, et la domination, la destruction de la nature par l'espèce humaine. C'est de ces questions-là en fait qu'on traite effectivement dans la commission écoféminisme à Génération Écologie. Et cette oppression des femmes et la destruction de la nature, en fait, on se rend compte que c'est les mêmes mécanismes qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Alors, pour vous donner juste un exemple, avant la modernité, l'espèce humaine prélevait et recevait de la nature, et en contrepartie, elle faisait des rituels, des sacrifices. L'idée, c'était d'être reconnaissant envers la nature, puis avoir des idées de règles de gestion, de préservation des ressources. Et puis, cette vision, elle a progressivement disparu, cette vision de la nature sacrée, dans les discours des hommes de science, des philosophes. Et l'idée étant qu'on peut maîtriser cette nature, on peut la ponctionner. Et cette idée domine toujours d'ailleurs, parce que finalement, on ne doit rien à la nature. Elle nous donne gratuitement, tout comme le travail des femmes qui a été rendu invisible et complètement gratuit. Je pourrais parler des salaires, par exemple, la différence entre les hommes et les femmes. Je crois qu'en France, c'est 19% l'écart salarial. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, une étude dit que si on ne change pas les choses, l'écart disparaîtra qu'en 2100 ou 2150. Donc voilà. Pourquoi faire ce lien entre l'oppression des femmes et puis la destruction de la nature dans l'histoire? Eh bien, parce qu'on se rend compte que c'est toujours d'actualité. 2 choses, les femmes sont plus vulnérables au changement climatique. Je m'explique. Le changement climatique, il touche surtout les personnes en situation de pauvreté. Et c'est 1,3 milliard de personnes en grande situation précaire qui sont, c'est 70% des femmes. Donc, on voit bien le lien. Et puis, autre chose, eh bien, les femmes sont exclues du pouvoir encore trop souvent. C'est une vingtaine de femmes, je crois, sur les 200 États que représente le monde. Et puis, si on reste au niveau régional, c'est 4 femmes présidentes, si je ne dis pas de bêtises, 4 femmes présidentes de région sur 18 régions en France.
Donc voilà, les femmes sont encore trop souvent reléguées à certaines tâches, l'éducation des enfants, l'alimentation, la main-d'œuvre agricole dans le monde, c'est la moitié des femmes. Enfin, la moitié sont des femmes plutôt. Voilà, donc en fait, les femmes, elles se sont construites leur science, leur connaissance liée à la nature. Et je pense qu'elles sont plus à même de se forger une conscience écologique, une volonté de transformer les choses. Alors, pas parce qu'elles sont douées, et là je vais rejoindre Anne Bouillon qui en parlait, pas parce qu'elles sont douées ou qu'elles ont un gène particulier en lien avec la nature, mais c'est juste une culture en fait. Depuis des siècles, on a associé les femmes à la nature au féminin, et ça peut changer parce que c'est qu'une question de culture et c'est pas dans notre nature. Tout comme les hommes ne sont pas forcément virils et ne sont pas obligés de cacher leur sensibilité. Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, tout ça pour dire que l'émancipation et puis la participation des femmes dans les décisions, bah, c'est vraiment un facteur important, je pense, dans la lutte contre le réchauffement climatique, si on fait toujours ce lien entre les femmes et la destruction de la nature. Pour moi, il n'y a pas de véritable transformation écologique sans égalité femmes-hommes, en fait. Donc, concernant la région, pour moi, c'est un échelon intéressant pour tout ce qui est question de transition écologique, parce que la région a ses compétences, en fait, que ce soit l'agriculture, on parlait tout à l'heure du transport, la gestion des eaux, l'amélioration de l'énergie, enfin de la transformation, la rénovation énergétique dans les habitats. Tout ça, c'est autant de domaines en fait de la région et où la place des femmes dans la prise de décision est importante. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Alors, c'était très riche. On voit l'enjeu, la place systémique de tout ça aussi, hein, des choses qu'on n'imagine peut-être pas et qui font finalement ensemble énormément de possibilités de changer les choses à une grande échelle. Alors, nous avons un certain nombre de questions, donc le temps file, mais n'hésitez pas à en reposer quand même. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours y répondre après le débat de toute façon. Nous prendrons toutes les questions. Et donc, pour débuter, une question de Valentine Vandenbusch qui nous demande notamment quelle marge de manœuvre l'échelle régionale, ça a été un peu abordé, dispose réellement en termes de mise en place de modèles éducatifs, de modules éducatifs, pardon, sur l'égalité femmes-hommes dans l'éducation. Est-ce qu'il y a vraiment une place là, entre l'éducation nationale et la région? Quelle part a la région là-dedans? Voilà, alors peut-être Mathieu qui a été en charge, tu peux peut-être répondre à cette question, et après je pense que nos invités auront sans doute des choses à dire. Très rapidement, d'abord, il faut un partenariat très fort entre le conseil régional et le rectorat, et ça se cultive, ça se travaille, effectivement aussi avec l'ensemble des autres acteurs, parce qu'on parle là de l'éducation nationale, mais il faut que ce soit évidemment la même chose dans les lycées agricoles, évidemment la même chose dans les CFA, en formation continue, le thème en formation professionnelle, etc. Donc, il faut un partenariat. On a les moyens, il y a plein de façons d'aborder cette question-là. Ce n'est pas forcément que par le contenu des maquettes pédagogiques, c'est par la mobilisation des équipes éducatives, c'est donner des moyens. Souvent ça que j'avais vu lors de ce mandat. Les équipes, elles ont cette énergie formidable, les équipes pédagogiques, les équipes administratives dans les établissements scolaires de faire des choses. Il faut juste leur laisser les moyens de faire et les accompagner là-dessus. Donc oui, il y a beaucoup à faire et je crois qu'il faut se concentrer sur les thèmes majeurs. Je notais d'ailleurs aussi l'ouverture suggérée par Maud Raffray sur le temps de transport avec les compétences transport de la région. Je dévie un peu par rapport à la question, mais je voulais vous remercier parce que c'est quelque chose auquel, pour ma part, je n'avais pas pensé, puisque effectivement, on voit comment des villes ont pu travailler sur transport et les problématiques d'égalité. Donc là, il y a beaucoup à faire, je crois, pour défricher aussi ces thèmes-là. Mais très clairement, la région peut faire des choses et il ne faut pas se laisser abuser par ceux qui nous disent non, mais le contenu pédagogique, c'est que le rectorat, etc. Non, bien sûr qu'il y a plein de moyens de faire ça. Alors du coup, peut-être Maud ou Anne, qui ont abordé ces questions, voudraient réagir
là-dessus? Sur cette question en particulier, pour compléter le propos de Mathieu, la région a les moyens aussi de soutenir des associations qui sont très investies sur le champ de la lutte contre les stéréotypes de genre pour l'orientation professionnelle et les métiers. Donc, elle peut soutenir, effectivement, c'est pas à l'école, enfin le lycée n'est pas un établissement clos en dehors de toute collaboration avec son écosystème territorial et enfin, oui, avec l'écosystème, quoi. Donc, moi, je crois que c'est surtout une affaire de volonté et il y a effectivement des enjeux de partenariat très, très importants, ça c'est clair. Mais c'est vrai pour tous les sujets, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action publique complètement indépendante de mise en œuvre de partenariats, que ce soit avec le tissu associatif, voire avec des fédérations professionnelles. Enfin, ça n'existe pas, en fait, les actions qui sont complètement menées tout seul, isolées, décrétées par le haut et appliquées jusqu'à la base sans interagir avec d'autres acteurs et actrices. Donc, je pense que c'est vraiment une question de culture à partager. Très bien, merci. Alors, je vais passer la parole à quand même une question à l'oral, hein, à Claire Schweitzer, qui a une question sur la conditionnalité des aides publiques et sur la formation professionnelle. 2 questions, à vrai dire. Donc voilà, je vais passer la parole. Peut-être dire à qui vous voulez poser la question aussi, puisque comme on est très limité en temps, comme ça, on a une personne qui répond. Voilà, s'il vous plaît, merci. Alors, bonsoir. C'est pas forcément des questions, c'est surtout pour rebondir et approuver la question de la conditionnalité. Moi, je travaille sur les accords d'entreprise et l'index égalité dans le cadre professionnel. Et effectivement, on remarque qu'on a du mal, côté État, à faire négocier sur le sujet, et pour plein de raisons, parce que les entreprises ne sont pas prêtes, parce que culturellement, à l'intérieur, ça ne bouge pas, parce que les négociateurs, qui sont les organisations syndicales, ne sont pas formés correctement. Et quand on regarde les accords en eux-mêmes, parce qu'on peut avoir des accords sur le sujet, très souvent, ils ne sont pas très bons. Et il n'y a pas de fond. Donc, il y a vraiment un problème de formation de tous les acteurs du sujet à mettre en place. Et peut-être effectivement accompagner l'État dans la question de la… Nous, on a une action coercitive avec des pénalités, etc., qui sont mises en place. Si ça pouvait effectivement se croiser avec la région qui apporterait la question de la conditionnalité des aides, avec effectivement des aides qui seraient plutôt portées vers des entreprises vertueuses sur le sujet de l'égalité, je pense qu'on avancerait et on pourrait effectivement un peu jointer les deux. Et sur la formation professionnelle, là, on a vraiment un sujet parce que c'est abordé dans les accords et dans la négociation. Là, on n'a pas de clé d'entrée particulière parce que les entreprises, malgré tout, se sentent un peu seules sur le sujet et ont du mal à sortir, en fait, de leur propre cosme et ont du mal à se voir dans un environnement global dans ce cadre-là. Et effectivement, là, il y aurait une action énorme à avoir sur la façon dont on peut effectivement leur proposer des formations, que ce soit sur l'apprentissage, que ce soit sur la formation tout au long de la vie. Et autre axe où je terminerai là, c'est valoriser aussi le fait que travailler l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, c'est faire gagner tout le monde. Les hommes gagnent quand on regarde la question de la pénibilité pour un certain nombre d'activités, où on dit une femme n'est pas capable d'avoir ce genre d'activité parce que c'est trop lourd, il y a des charges, etc. Quand l'entreprise accepte de réfléchir là-dessus et d'apporter des solutions en termes de pénibilité, finalement, les hommes sont contents. Donc, il y a vraiment à démontrer qu'on n'est pas juste en train de protéger un public en particulier, de valoriser un public en particulier, tout le monde y gagne à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, merci à vous. Alors, j'ai vu Bérangère opiner du chef fortement, ainsi que Anne. Alors, comme il y avait 2 axes à la question, peut-être, à l'intervention, peut-être pouvez-vous répondre toutes les 2, l'une après l'autre, sur, voilà. En commençant par Bérangère. Moi, je vais parler de mon expérience professionnelle. C'est vrai qu'en tant que plaquiste, déjà, par exemple, au collège, au lycée, on m'a jamais dit que ça pouvait être un métier de femme. Plâtrier, c'est pas plâtrière. Et déjà, je pense qu'un levier qui pourrait être intéressant, c'est rendre le langage neutre. Enfin, en tout cas, le langage, la langue française est riche.
Donc, il y a plusieurs possibilités, féminiser les mots et aussi utiliser le langage épicène, donc neutre en genre. Et ça, on pourrait l'utiliser, donc le conseil régional pourrait l'utiliser dans ses communications internes déjà, dans sa communication externe, parce qu'il y a plein de leviers, hein, dans les transports, dans l'éducation, il y a plein de leviers possibles. Et puis, je ne sais plus l'autre axe. Je vais peut-être laisser la parole du coup à Maude sur cet autre axe. C'était Anne que j'avais interrogée, mais Maude, bien sûr, peut intervenir. Anne, pardon. Pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai réagi fortement quand l'invité parlait de ce que tout le monde avait à gagner en termes d'égalité et que les hommes avaient à gagner à l'égalité. C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Je pense que le combat pour l'égalité est un combat qui doit être mené pour les hommes. Alors, ce n'est pas évident comme ça parce que actuellement, ceux qui ont le pouvoir, et ça suppose qu'ils s'en départissent un petit peu, mais il y a en marge et sur le forum de discussion une question sur le fait d'abandonner les jeux sexistes à l'école et que chacune puisse avoir le droit et se sentir libre de pouvoir faire la cuisine pour les garçons et la mécanique pour les filles. C'est vraiment ça, c'est déconstruire les stéréotypes de genre, déconstruisons les injonctions à la féminité ou à la puissance masculine, et vraiment on gagnera tous en liberté d'être et de pouvoir atteindre ce que nous avons chacune envie d'atteindre. Voilà, c'est ça qui me paraît intéressant. Et moi, je lance une invitation à l'adresse des femmes et des hommes sur l'importance de rejoindre les combats féministes. Hein, et les combats féministes, ce sont des combats à mener par les hommes, et les femmes doivent accueillir les hommes dans ces combats-là. Ça me semble extrêmement important. Je pense que la région est un échelon d'action non négligeable. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez répondu chacune d'ailleurs à quelques autres questions qui étaient posées dans le chat, donc c'est parfait. Notamment, il y a beaucoup de questions sur les conditionnalités hein, et leur rôle. Vous avez beaucoup abordé ces questions-là. Le temps file, et donc les questions se croisant un peu, je vais plutôt inviter à ce qu'on y réponde plus tard, peut-être par mail, hein, comme on a toujours fait, et arriver à vos conclusions si rapidement. Donc, une dernière prise de parole, hein, on va se mettre dans un jeu de rôle un peu. Voilà, demain, vous êtes vice-présidente, accord de majorité, en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les inégalités de genre à la région Pays de la Loire. Alors, quelle serait votre première mesure voilà, forte que vous porteriez voilà. Commençons par aller Mathieu, et puis après, on va passer autrement. Je crois que la question de de la conditionnalité, qui a été beaucoup abordée ce soir, est une mesure simple et efficace à mettre en œuvre. Et je voterai aussi pour la mesure proposée tout à l'heure par Anne Bouillon sur la prévention des violences faites aux femmes avec ce questionnaire dont elle parlait, enfin ces outils de prévention. Là, oui, être une région non sexiste, c'est aussi être une région qui se donne cet objectif de tendre vers zéro féminicide dans la région. Et pour ça, il faut changer d'échelle, innover et être beaucoup plus sur la prévention, comme Anne Bouillon l'a très bien dit. Merci Mathieu. Justement, passons alors peut-être à Anne. Anne vice-présidente, Anne Bouillon vice-présidente, voilà. Alors, c'est de la fiction, hein, parce que je ne prendrai pas le mandat, hein, mais allons-y. Moi, je crée des sanctuaires sur le territoire, et puis je fais une proclamation, parce que je pense que proclamer les choses, c'est déjà les faire exister. Donc, moi, je dis que la région des Pays de la Loire est une région non sexiste. Moi, je dis que la région des Pays de la Loire est une région pour et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le simple fait de débattre de ces questions-là, le simple fait que ce que vous organisez là existe, et c'est vrai à tous les échelons, à l'échelon de la ville, à l'échelon de la région, à l'échelon du département, et je vais même, et pourtant là ne va pas mon inclinaison, à l'échelon du gouvernement, dire que le fait que le Grenelle contre les violences faites aux femmes existe, eh bien, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ce n'est pas qu'un effet d'affichage, c'est une ambition qui est donnée, c'est un cap qui est dressé, et ça permet à tous les acteurs, les actrices, les activatrices
qui militent pour l'égalité femmes-hommes, d'avoir un cadre serein où l'on sait que l'on peut agir en cohérence avec le pouvoir politique. Croyez-moi, lorsqu'on est sur le terrain, ça fait une véritable différence. Donc, moi, je ferai une proclamation. Parfait. Donc, nous sommes bien dans un jeu de rôle. Hein. On est bien, pas de problème là-dessus. Alors, Bérengère, Marnay, votre première mesure? Effectivement, ça serait donc la création d'une commission dédiée à l'égalité femmes-hommes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant parce qu'il n'y a qu'une région qui a créé une commission, c'est la région Occitanie. Donc, créer une commission dédiée, le but, c'est d'intégrer cette dimension dans toutes les politiques publiques. Et puis une autre mesure qui me tient à cœur, c'est vraiment atteindre la mixité dans les métiers, dans la formation, parce que finalement, c'est le quotidien des gens. Donc, comment? Eh bien, en mettant des objectifs dans le plan régional de formation, obtenir aussi la mixité dans le soutien à la création d'entreprises pour les femmes. Et puis peut-être changer, favoriser la mixité dans les règlements d'appel à projet. Merci beaucoup. Et donc, pour conclure, Maud Raffray, vice-présidente de Fiction. C'est ça. Bah, je vais un peu rebondir à la fois sur ce qu'a dit déjà Bérengère au cours de son intervention tout à l'heure et de ce que Anne vient de dire à propos de proclamer. Moi, plus ça va, plus je suis une fervente convaincue du langage ouvert. Hein, je vais le dire comme ça, parce que souvent dans communication ou écriture inclusive, les gens n'entendent que la question du point médian qui cristallise complètement tous les débats. Mais je suis persuadée, comme beaucoup d'autres ici, que ce qui n'est pas nommé n'existe pas, et que Bérengère a raison de dire que tant qu'on dira majoritairement plâtrier, je ne vois pas comment les petites filles et les jeunes filles pourront se projeter plâtrières. Et croyez-moi, faites des recherches sur Google, sur un nom de métier au féminin et au masculin, vous trouverez, Google ou tout autre moteur de recherche d'ailleurs, vous trouverez des résultats extrêmement différents. J'ai fait le test moi-même avec musiciens et musiciennes. C'est vraiment intéressant. Sur musicien, vous avez encore première page que des choses qui ont attrait au métier de musicien. Vous avez l'article Wikipédia. Quand vous tapez musicienne, vous n'avez pas l'article Wikipédia et vous tombez sur des définitions comme avoir l'oreille musicienne ou encore la grive musicienne, qui est un oiseau extraordinaire. C'est super, mais il n'y a pas de musicienne professionnelle. Sauf, vous tombez sur la fiche ONICEP métier qui a mis à jour toutes ces fiches métiers sur le sujet. Donc, il n'y a pas que, c'est pas que ça, hein, d'avoir un langage ouvert, mais moi, aujourd'hui, je suis très choquée par les collectivités locales qui restent cantonnées dans un usage exclusif du masculin pluriel pour s'adresser à leurs citoyennes et à leurs citoyens, qui ne réfléchissent pas du tout à la portée ni du langage, ni de leur visuel. Et je pense que c'est le b.a.-ba, en fait. On ne peut pas parler d'égalité femmes-hommes si on n'est pas capable d'avoir des femmes qui sont en politique et qui œuvrent. Et ça ne marche pas non plus si on n'a pas une communication de manière générale qui incarne ce message, en fait, qui ne vient pas contredire ce qu'on est en train de vouloir défendre. Ben, merci beaucoup à toutes pour ce bref mais très riche atelier. Hein. Je vois dans les commentaires beaucoup de gens regretter que ce soit si court, mais voilà, on essaie de se tenir à des délais. Mais un grand merci vraiment à toutes pour votre participation, à nos 4 grands témoins, évidemment. Donc l'atelier sera disponible en replay sur YouTube et sur SoundCloud prochainement. Et comme je disais, nous avons un peu manqué de temps pour toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous les faire suivre en commentaire avec votre adresse mail pour pouvoir répondre, ou bien directement à l'adresse qui est indiquée dans les 2 chats, hein, contact@pdl2021.fr. Nous faisons un suivi des questions, nous assurons un suivi des questions pour pouvoir avoir des réponses, évidemment, des réponses qui intégreront peut-être le programme régional. Et je vous invite, en conclusion, encore une fois, surtout bien sûr, à ne pas hésiter à aller signer l'appel et à aller suivre sur le site de l'appel, vous le verrez, les prochains ateliers qui auront lieu encore dans plusieurs mardis, là, de décembre encore, peut-être pas pendant Noël, mais encore la semaine prochaine, la semaine suivante, sur des thèmes à chaque fois différents, avec toujours des grands témoins de grande qualité. Merci à toutes et à tous, et à bientôt.
Au revoir.